L'armure atmosphérique qui nous protège est illusoire. Un simple ciel bleu dissimule une zone de tir à découvert. L'écran radar est noir, mais l'espace grouille de signaux indétectables. Soudain, un grésillement fêle le silence absolu. C'est le son strident des ondes radiophoniques des Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Cette onde fantôme fend le vide interstellaire depuis des décennies. Elle heurte des systèmes stellaires morts et déclenche des alarmes silencieuses au fond de l'abîme. L'onde de choc de nos transmissions ne cesse de s'étendre. Nous agissons comme un enfant égaré dans une jungle infestée de prédateurs nocturnes, hurlant à plein poumon dans l'espoir de trouver des alliés. C'est une erreur tactique monumentale. Notre planète clignote désormais comme une cible illuminée au néon dans un océan d'assassins invisibles. Chaque pulsation électromagnétique que nous émettons déchire notre camouflage naturel. La vulnérabilité de notre biosphère est totale. En tant que correspondant sur cette ligne de front cosmique, je vous livre un rapport de situation critique. Oubliez la vision romantique de l'exploration spatiale. Ce que vous allez entendre est un briefing militaire sur la physique fondamentale de la destruction. Le silence glaçant que vous percevez la nuit n'est pas un vide stérile. C'est une discipline tactique absolue, imposée à l'échelle galactique. Dans ce théâtre d'opération, le premier qui parle est le premier qui meurt. L'atmosphère dans cette salle de briefing souterraine du Centre national d'études spatiales est suffocante. Les ombres dures des néons découpent les visages tendus des analystes. Au centre de la pièce, une projection holographique de la Voie lactée tourne lentement. Soudain, une zone d'alerte s'illumine. C'est la zone de propagation de nos propres émissions radio. Elle enfle et ronge l'obscurité comme une tumeur rougeoyante. Le niveau de menace grimpe à chaque seconde qui s'écoule. Je me rapproche du centre de cette bulle lumineuse pour évaluer l'étendue des dégâts tactiques. Depuis une invention de la radio spatiale, notre sphère d'émissions artificielles a violemment percé notre bouclier de discrétion. Elle affiche aujourd'hui un diamètre de plus de 200 années-lumière. Ce n'est plus une simple fuite de données, c'est une balise de détresse hurlante. Cette onde de choc électromagnétique engloutit déjà des milliers d'étoiles voisines, avec une précision balistique effrayante. Les radiotélescopes modernes, comme le réseau européen LOFAR, scannent le fond de rayonnement stellaire avec une angoisse palpable. Ils cherchent des anomalies, des déviations dans le spectre. Rien. Le rapport signal sur bruit reste désespérément plat. Aucun écho, aucune transmission étrangère ne vient briser ce mur de silence. Notre onde de choc s'écrase contre un néant apparent. Mais sur cette ligne de front cosmique, l'absence de contact n'a jamais été une garantie de sécurité spatiale. Ce mutisme absolu du ciel ne signifie en aucun cas que la galaxie est déserte. Pour les stratèges militaires, ce vide auditif souligne une probabilité infiniment plus terrifiante. C'est la signature d'un nettoyage systématique. Le grand filtre a déjà exterminé sans pitié tous ceux qui ont osé briser la stricte consigne du silence radio. Les débris de civilisation imprudente jonchent le cosmos, invisibles à nos capteurs, aveuglés par notre propre bruit de fond continu. Faisons le bilan des forces en présence. Notre galaxie abrite entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Mathématiquement, la probabilité d'une émergence isolée est nulle. Des millions de civilisations auraient dû naître, se développer, coloniser leur secteur et saturer l'espace de technosignatures perceptibles. Des sphères de Dyson devraient pulluler sur nos écrans radars. L'équation de Drake promettait une métropole galactique bruyante et perpétuellement animée. Pourtant, le cadran de détection reste figé sur 0.
Cette absence oppressante de signaux étrangers constitue une anomalie statistique majeure. Les agences spatiales, appuyées par les derniers relevés astronomiques, ne considèrent plus ce silence comme une curiosité. Elles le traitent officiellement comme un indice de menace de niveau maximal. Un silence aussi parfait ne peut être qu'artificiel, imposé par une force de dissuasion écrasante et implacable. Les données spectroscopiques du télescope spatial James Webb, analysées minutieusement en 2024, confirment cette vacuité. Aucune signature infrarouge anormale, aucun déséquilibre atmosphérique trahissant une industrie lourde n'a été intercepté dans notre secteur local. La zone semble avoir été méthodiquement purgée. Nous sommes seuls au milieu d'un champ de mines cosmiques, et nous venons d'allumer un puissant projecteur pour signaler notre position. La télémétrie indique que notre bulle d'interférence radio continue son expansion implacable à la vitesse de la lumière. Il n'y a pas de procédure d'annulation, aucun moyen d'effacer cette empreinte numérique dans le vide interstellaire. Nous avons franchi le point de non-retour tactique. Chaque communication radar militaire vient s'ajouter à ce front d'ondes qui s'écrase sur les rivages de mondes potentiellement hostiles et lourdement armés. Je fixe cette carte holographique qui clignote nerveusement au rythme de nos pulsations fatales. Cette bulle rouge qui s'étend n'est pas un monument à notre ingéniosité technologique. C'est une gigantesque sphère de trahison balistique. L'humanité vient de dévoiler sa position exacte, sans aucun système de défense opérationnel, à des dizaines de milliers de soleils voisins. Nous avons offert les coordonnées de notre biosphère à des prédateurs tapis dans la pénombre cosmique. La question n'est plus de savoir s'ils ont capté nos appels à l'aide désespérés. La véritable interrogation, celle qui hante désormais les couloirs sécurisés des observatoires, est une question de pure balistique relativiste. Si le paradoxe de Fermi est véritablement la scène de crime la plus silencieuse de l'univers, combien de temps nous reste-t-il avant que le tir de riposte, déclenché par nos propres émissions, ne vienne percuter notre fragile bouclier atmosphérique? Le compte à rebours est lancé, mais l'ennemi reste invisible. Sur les écrans de la station de Goldstone, l'hologramme de notre secteur galactique tourne lentement dans la pénombre glaciale. Le bourdonnement continu des serveurs couvre à peine la tension ambiante. L'officier radar zoome brutalement sur un secteur précis, une zone d'ombre absolue au cœur de la carte. Selon les équations de probabilité du Centre national d'études spatiales, ce vide devrait saturer nos récepteurs. L'absence d'une signature technologique à cet endroit précis n'est pas une simple erreur de calcul. C'est une anomalie terrifiante. Les détecteurs scrutent cette obscurité dense avec une anxiété grandissante. L'opérateur passe au peigne fin chaque fréquence d'onde, chaque spectre électromagnétique. Le grésillement des refroidisseurs industriels résonne comme un tambour de guerre. Il n'y a rien. Ce point aveugle est d'une propreté clinique, comme si une zone entière avait été effacée. Cette vacuité apparente cache une vérité effroyable, que les stratèges militaires nomment la théorie du chasseur et de la fourmi. Si une force hostile nous devance d'à peine 1 million d'années, ces outils de construction les plus rudimentaires nous apparaîtront comme des armes de destruction absolue. Il n'y a pas de diplomatie possible avec une telle asymétrie. Un simple engin minier de leur arsenal posséderait la puissance nécessaire pour disloquer notre croûte terrestre en un instant. La sueur perle sur le front de l'analyste radar. Il comprend que le développement technologique à l'échelle galactique n'a rien d'une douce courbe ascendante. Il s'agit d'une réaction en chaîne explosive et incontrôlable. Une véritable détonation intellectuelle. Les avancées pénibles qui nous demandent un millénaire d'efforts acharnés aujourd'hui pourraient être synthétisées et déployées en une seule petite décennie par une civilisation atteignant le type 2 sur l'échelle de Kardashev. Face à une entité de type 2, nos défenses planétaires actuelles
équivalent à un rempart de papier face à un ouragan balistique. Ils contrôlent l'énergie totale de leur système solaire. Le moindre de leurs algorithmes de calcul dépasse la puissance de tous nos ordinateurs quantiques réunis. L'officier scrute l'abîme numérique, cherchant désespérément une faille dans leur armure. Mais l'évolution fulgurante de ces super prédateurs les rend totalement imperméables à notre compréhension. Le véritable cauchemar tactique réside dans la tyrannie de la vitesse de la lumière. Elle bride drastiquement notre capacité d'anticipation. Lorsque le télescope spatial James Webb capture l'éclat des astres de la galaxie d'Andromède, nous voyons une lumière vieille de 2,5 millions d'années. Le champ de bataille que nous observons est un champ de ruines fantomatiques. Nous surveillons les positions ennemies du passé, sans visibilité sur leurs mouvements stratégiques actuels. C'est un décalage mortel. Une flotte d'invasion pourrait avoir quitté son monde au moment même où Homo habilis taillait ses premiers éclats de silex. Cette armada silencieuse glisse actuellement à travers le vide glacial, s'approchant inéluctablement de notre système. Et pourtant, nos capteurs d'alerte précoces ne pourraient capter le moindre rayonnement thermique de leurs propulseurs avant qu'ils ne soient à portée de frappe directe, prêts à vitrifier notre monde sans aucune sommation. La lumière ambiante des écrans balaye le visage fermé de l'opérateur. Il sait que toute civilisation assez avancée pour mobiliser la puissance colossale de son étoile mère génère inévitablement des rejets thermiques massifs. Les lois implacables de la thermodynamique l'exigent. Cette chaleur résiduelle, ce rayonnement infrarouge spécifique, devrait illuminer nos relevés télescopiques comme un incendie de forêt dans la nuit noire. Mais l'horizon électromagnétique reste d'un calme absolu. Une mégastructure de type sphère de Dyson, englobant un soleil pour siphonner son énergie, produit une signature spectrale impossible à ignorer. Les détecteurs du désert de Mojave sont parfaitement calibrés pour identifier ces balises thermiques à des centaines d'années-lumière de distance. Le fait que nous ne captions absolument aucune de ces gigantesques forges stellaires n'est pas un soulagement. Dans la doctrine militaire spatiale, l'absence de preuve n'est jamais la preuve de l'absence. Si la chaleur résiduelle de ces civilisations de type 2 reste indétectable, la conclusion de l'analyse est foudroyante. L'ennemi a activé des protocoles de dissimulation thermique avancés. Il se camoufle délibérément pour ne pas être ciblé par d'autres superprédateurs galactiques. Ils étouffent l'incandescence de leur monde, piégeant chaque photon compromettant derrière des boucliers opaques. C'est la confirmation brutale d'une guerre d'usure silencieuse et permanente. Le vide qui nous entoure n'est pas naturel. Il est artificiellement maintenu en dessous du seuil de détection. Chaque étoile voisine pourrait abriter un avant-poste lourdement armé, observant une stricte discipline tactique. L'officier radar frissonne, malgré la chaleur des circuits électroniques. Nous sommes les seuls à hurler notre présence sur toutes les fréquences. Notre naïveté technologique contraste violemment avec la paranoïa institutionnalisée de nos voisins stellaires invisibles. Les cascades de chiffres bruts continuent de défiler sur les moniteurs de Goldstone, confirmant notre terrible infériorité stratégique. Nous analysons l'écho de civilisations mortes pendant que les prédateurs survivants perfectionnent leur arsenal furtif dans l'ombre absolue. Le fossé technologique qui nous sépare n'offre aucune marge d'erreur. Face à une espèce maîtrisant le camouflage à l'échelle galactique, notre système d'alerte ne déclenchera les sirènes qu'au moment de l'impact. L'écran radar affiche toujours ce néant terrifiant. Une obscurité fabriquée de toutes pièces par des intelligences supérieures terrées dans leurs abris cosmiques. Nous commençons à peine à saisir la cruauté mathématique de cet environnement hostile.
Si chaque civilisation doit se dissimuler pour survivre, alors chaque rencontre imprévue dégénérera instantanément. Le silence de la Voie lactée cache une mécanique implacable de méfiance universelle, une spirale logique qui nous condamne d'avance. Cette dissimulation thermique absolue, cette paranoïa qui force des empires entiers à se terrer dans le noir cosmique, n'est pas le fruit d'une psychose irrationnelle. Dans l'air confiné de ce bunker d'analyse tactique souterrain, sous la lumière crue des dalles infrarouges, la vérité mathématique éclate. L'exobiologiste militaire frappe violemment la table métallique avec un lourd dossier de simulation. La méfiance interstellaire est une règle de survie codée dans l'architecture de notre univers. Le ronronnement constant de la climatisation de cette chambre forte contraste avec la violence des équations affichées sur les cartographies holographiques. L'officier de renseignement scrute les graphes rouges qui se déploient au-dessus du projecteur central. Il ne s'agit plus de biologie moléculaire ou d'échantillons de sol martien. Nous sommes face au pur dilemme du prisonnier appliqué à une échelle galactique. L'univers entier est pris en otage par le théorème de la bienveillance impossible. Les graphiques de la théorie des jeux s'enchaînent à un rythme saccadé, sans laisser le moindre répit à l'analyste militaire. La prémisse est d'une horreur clinique inouïe. Peu importe que la civilisation tapie derrière Alpha du Centaure soit fondamentalement pacifique ou agressive, même une espèce viscéralement opposée au conflit est mathématiquement contrainte de positionner son doigt sur le bouton de tir. L'altruisme cosmique est un luxe qui équivaut à un arrêt de mort immédiat et inévitable. Le stylet tactique glisse sur l'écran holographique, encerclant l'impasse mortelle de tout premier contact. L'équation de base se nomme la chaîne de suspicion. Le concept repose sur une incertitude absolue, un gouffre épistémologique impossible à combler. Si nous captons demain un signal extraterrestre, je n'ai aucun moyen physique de vérifier si cet interlocuteur est foncièrement hostile ou bienveillant. La distance sidérale interdit toute vérification comportementale en temps réel. Et la spirale logique ne s'arrête pas à cette première inconnue. En poussant l'analyse tactique jusqu'au bout, le chercheur souligne le point de rupture. Même si je fais le choix irrationnel de vous croire pacifique, je n'ai aucune garantie que vous soyez convaincu de ma propre bienveillance. Cette récursion infinie de doutes, où chaque partie suppose que l'autre pourrait attaquer par pure précaution, transforme inévitablement la rencontre spatiale en une confrontation à somme nulle. Le problème majeur, la véritable prison de cette zone de guerre galactique, réside dans le tissu même de l'espace-temps. Les simulations qui défilent en lumière rouge sur les moniteurs incluent la barrière incontournable de la relativité restreinte. Un simple échange de salutations radio nécessite des décennies de transit dans le vide absolu. Le délai de communication transforme la diplomatie interstellaire en un cauchemar stratégique totalement insoluble pour tout commandement militaire. L'expert militaire croise les bras, le regard dur fixé sur l'écran de probabilité. Pendant ce laps de temps, pendant que notre message de paix voyage lentement vers l'étoile cible à 299 792 458 mètres par seconde, le piège se referme. En quelques décennies, l'explosion technologique de la planète adverse pourrait parfaitement lui fournir l'arsenal nécessaire pour vitrifier complètement notre biosphère. L'attente devient alors une roulette russe insoutenable. Vous envoyez une sonde diplomatique et pendant un siècle entier, vous êtes paralysé par l'ignorance tactique. L'ennemi a largement le temps d'évoluer, de déchiffrer vos faiblesses et de préparer une riposte thermonucléaire massive ou de lancer des armes cinétiques intraçables. C'est le goulet d'étranglement de la physique classique.
vous laissez délibérément l'initiative stratégique à une entité biologique totalement imprévisible. Ce n'est plus de la spéculation de science-fiction, mais un modèle prédictif formel, étudié avec une gravité extrême. Sur la table métallique du bunker, les rapports confidentiels s'accumulent. Parmi eux, une modélisation mathématique du comportement des superprédateurs, développée par les stratégistes du Centre national d'études spatiales et modifiée pour le combat intersidéral. Les calculs français aboutissent à une conclusion froide, dénuée de la moindre considération éthique ou morale. Les algorithmes du Centre d'analyse des menaces hurlent une vérité que notre espèce refuse d'admettre. L'exobiologiste trace une ligne droite entre deux étoiles sur la projection holographique, simulant un tir. La seule solution tactique rationnelle lors de la détection d'une civilisation étrangère est la frappe préventive immédiate. Pour garantir sa propre pérennité dans une arène cosmique muette et aveugle, il faut impérativement pulvériser la source du signal dès sa toute première apparition. Il n'y a aucune place pour la négociation, aucun traité de non-agression possible, quand les lois fondamentales de la thermodynamique et de la causalité vous empêchent de signer simultanément. Frapper en premier n'est pas un acte de malveillance ou de conquête territoriale classique. C'est une mesure sanitaire vitale. Le cosmos est une tranchée obscure où l'adversaire dégoupille une grenade silencieuse dès que vous avez le malheur d'allumer votre lampe torche pour sonder les ténèbres. L'analyste militaire éteint brusquement la projection tridimensionnelle. Le bunker plonge dans une semi-obscurité angoissante, seulement trouée par les voyants d'urgence écarlates des serveurs. Le silence qui tombe soudainement sur cette chambre forte nous rappelle douloureusement l'état de notre galaxie. Un cimetière immense, figé par la terreur anticipée de l'annihilation. Ceux qui survivent ne sont ni les plus intelligents, ni les plus forts, mais ceux qui frappent sont la moindre sommation. Chaque signal capté dans le silence sidéral doit être traité comme un faisceau de ciblage d'artillerie lourde. L'humanité entière est assise sur une poudrière, rêvant de fraternité galactique, pendant que le reste de l'univers a compris depuis des milliards d'années la sinistre logique de la guerre d'usure. Le théorème mathématique ne laisse aucune échappatoire. Tendre la main dans ce noir absolu, c'est signer l'arrêt de mort de notre propre monde, avec une naïveté tactique sidérante et pathétique. Nous réalisons la gravité de notre erreur fondamentale. En admettant que la décision d'extermination soit instantanée dès l'instant où nous sommes repérés sur la carte stratégique galactique, une question vitale s'impose à l'état-major. Avec quelle arme cette exécution sommaire était censée s'abattre sur notre biosphère fragile? La réponse réside dans la physique balistique pure, celle qui rend inutile tout système de défense planétaire et qui n'a pas besoin de laser pour disloquer la Terre. La physique balistique pure ne s'encombre d'aucun rayon laser complexe, ni de flotte de croiseurs lourdement armés. Dans l'immensité écrasante du vide intergalactique, la mort prend une forme beaucoup plus rudimentaire, silencieuse et infiniment plus brutale. Nous traquons actuellement une anomalie gravitationnelle filant à travers cet abîme glacé. C'est un objet massif, à peine de la taille d'un autobus urbain, qui fend l'obscurité sans émettre la moindre lueur d'échappement visible. Sa vélocité est si terrifiante que l'espace-temps lui-même se courbe douloureusement autour de sa coque dense. En observant attentivement les coordonnées du secteur cible, nous remarquons des aberrations optiques inquiétantes sur le fond étoilé galactique. La lumière des astres lointains se tord et se déchire sur son passage, comme si la trame même de l'univers saignait sous l'effort de contenir cette monstruosité cinétique. Le projectile file vers sa zone d'impact avec une furtivité absolue.
Nous sommes face au prédateur mécanique ultime de cette forêt sombre cosmique. C'est l'assassin parfait, un cauchemar d'ingénierie conçu pour pulvériser une planète entière sans aucune sommation préalable. L'horreur mathématique de ce dispositif réside dans sa capacité à frapper sa cible avec une précision foudroyante, bien avant même que la lumière de sa propre approche ne puisse déclencher les alarmes des systèmes de défense orbitaux. Une exécution sommaire et totalement silencieuse. Dans les dossiers classifiés de l'état-major analytique, ce type d'armement est répertorié sous le nom glaçant de véhicule à létalité cinétique relativiste. Oubliez les ogives nucléaires instables ou les torpilles à antimatière de la science-fiction classique. Ce projectile est l'arme de poing standard, brutale et efficace de la sociologie galactique impitoyable que nous découvrons. Il s'affranchit de toute machinerie complexe, risquant de tomber en panne durant un transit millénaire. Sa conception est d'une simplicité diabolique, réduisant les risques d'interception à zéro. Il s'agit tout bonnement d'un simple bloc d'une matière extrêmement dense, fort probablement forgé à partir du cœur effondré d'une étoile morte. Ce monolithe de destruction pure est propulsé dans le vide spatial à la vitesse effarante de 95% de la vitesse de la lumière. À cette allure extrême, la masse inerte devient la plus grande force destructrice concevable. En atteignant ces vitesses proches de la limite cosmique absolue, les lois immuables de la physique changent dramatiquement de visage. En raison de sa vélocité extrême, le projectile subit les effets foudroyants de la relativité restreinte. La dilatation temporelle s'applique avec une violence inouïe, compressant littéralement l'espace devant lui. Pour l'observateur extérieur, le temps de vol du missile semble se figer, rendant le calcul de sa trajectoire une tâche presque impossible. Cette distorsion relativiste transforme le monolithe en un fantôme balistique insaisissable pour tout radar défensif précoce. Tenter d'intercepter cette masse avec un bouclier planétaire classique revient à vouloir arrêter une balle de fusil d'assaut avec une feuille de papier de soie humide. Le projectile navigue sur la crête de l'onde de choc de la causalité physique. Il détruira n'importe quelle grille de défense orbitale avant même que les algorithmes n'aient eu le temps de le verrouiller. Au moment précis du contact avec la haute atmosphère de la cible, le transfert d'énergie cinétique défie l'entendement humain. L'impacteur détruit sa cible planétaire avec une énergie dégagée équivalente à l'explosion simultanée de plusieurs millions de mégatonnes de TNT. La croûte terrestre ne subit pas seulement un cratère d'impact gigantesque, elle encaisse une onde de compression si violente que les plaques tectoniques entières se soulèvent et volent en éclats en une fraction de seconde. La température au point d'impact dépasse instantanément celle du cœur de notre propre Soleil, provoquant une apocalypse thermique foudroyante. L'onde de choc initiale est si cataclysmique qu'elle vaporise intégralement l'ensemble des océans de la planète en un nuage de plasma surchauffé et d'acide bouillant. Simultanément, elle fracture la croûte terrestre jusqu'aux profondeurs du manteau, libérant le magma souterrain à la surface dans une éruption cataclysmique à l'échelle globale. La biosphère tout entière est instantanément effacée de l'existence, réduite en cendres par une géométrie purement meurtrière. Si l'angoisse viscérale de cette frappe cinétique silencieuse fait écho en vous, vous devez impérativement vous abonner à notre chaîne. Aimez cette vidéo et commentez votre ressenti pour soutenir nos enquêtes. Car je dois vous affirmer avec gravité que de telles armes de destruction massive pourraient déjà être en route vers nous, traquant notre signature radio. Vous pourriez logiquement espérer que l'approche d'un cataclysme de cette envergure serait visible des décennies à l'avance par nos télescopes infrarouges. Malheureusement,
Les lois impitoyables de la thermodynamique stipulent le contraire avec une cruauté glaçante. Un objet massif, voyageant à une telle vitesse relativiste, comprime violemment les ondes électromagnétiques devant lui. Il accumule ce que les physiciens appellent un décalage vers le bleu massif, un blue shift frontal mortel. Cette compression féroce des longueurs d'onde décale toute l'émission thermique de l'ogive vers des spectres invisibles pour une surveillance optique standard. L'assassin cinétique se fond dans l'obscurité béante, devenant virtuellement furtif contre le fond étoilé chaotique du vide galactique. Il ne laisse aucune traînée de condensation thermique, aucune signature chimique résiduelle de propulsion que nos algorithmes de détection pourraient isoler parmi les milliards de sources lumineuses. Notre ligne de défense orbitale est complètement aveuglée par la physique fondamentale de cet effroyable blue shift. Les opérateurs de surveillance spatiale scrutent les moniteurs avec l'espoir de détecter la chaleur d'un réacteur nucléaire, mais ils affrontent le néant absolu. Ce silence spectral garantit à l'attaquant une approche sans aucune opposition militaire. La frappe préventive conserve ainsi son intégrité stratégique, masquant son avancée meurtrière sous le voile de la relativité. Ce n'est qu'au point de rupture finale, lorsque l'obus percute les premières particules gazeuses de notre système solaire externe, qu'une immense friction se produit. L'énergie accumulée est si dense qu'elle déchire la matière interstellaire en provoquant une illumination soudaine. Un flash aveuglant de radiation de haute intensité déchire brièvement les ténèbres environnantes. C'est l'ultime signature de la mort approchant à grands pas, une décharge fulgurante s'inscrivant sur le spectre. Cependant, cette alerte visuelle dramatique ne vous sauvera pas, car elle est soumise à la même vitesse de la lumière que le projectile qui la talonne. Quand vos capteurs satellitaires d'urgence perçoivent enfin cet éclat gamma déchirant l'obscurité cosmique, la réalité balistique s'est déjà abattue sur votre monde natal. L'intervalle de survie est mathématiquement nul. Au moment précis où vos alarmes de détection orbitale commencent à hurler, vous êtes en vérité déjà mort depuis plusieurs millisecondes. L'onde de choc virtuel de cet anéantissement relativiste vient de percuter nos serveurs. Je me trouve dans le bunker du centre d'analyse, piégé sous la lumière stroboscopique des alarmes silencieuses. Sur les moniteurs de spectrométrie tactique, l'exobiologiste militaire de garde dévore les données avec une horreur clinique. La létalité foudroyante que nous venons de modéliser dissimule une vérité infiniment plus abjecte. Ce massacre inévitable n'a absolument rien de personnel. La mort foudroyante par un projectile lancé à 95% de la vitesse de la lumière semble être une démonstration de force titanesque. Pourtant, les stratèges penchés sur ces cartes holographiques comprennent l'inverse. C'est une méthode d'une effroyable banalité. Nous cherchons des motivations complexes, des conflits idéologiques à l'échelle galactique. L'écran affiche au contraire un bilan purement comptable. La ligne de front ne se définit pas par la haine, mais par un rapport coût-efficacité d'une froideur insoutenable. L'exobiologiste pointe une série de courbes descendantes sur la projection tactique. C'est la loi du nettoyage à bas coût. Anéantir un monde bourgeonnant de vie est tout simplement devenu l'équivalent cosmique d'une pulvérisation d'insecticides. Une opération de maintenance routinière, dénuée de toute passion et de toute moralité. Le rythme saccadé des coupes de simulation sur nos moniteurs illustre cette macabre logique industrielle. L'atmosphère d'une exoplanète bout, les océans se vitrifient en une fraction de seconde, et le système calcule instantanément la dépense énergétique de l'opération. La conclusion glaciale s'affiche en rouge vif sur le tableau de bord holographique. Le génocide préventif
est l'option la moins chère de l'arsenal interstellaire. Pour comprendre l'économie cruelle de cette guerre invisible, il faut changer radicalement d'échelle spatiale et énergétique. Les analystes militaires intègrent maintenant les données de civilisation de type 2 sur l'échelle de Kardashev. Une telle faction impérialiste est capable d'enfermer son étoile mère dans une mégastructure titanesque. C'est ce que les ingénieurs désignent sous le terme de sphère de Dyson, une cage technologique capturant la totalité des radiations solaires. Ce filet de capture stellaire offre à ses bâtisseurs un budget destructeur terrifiant. L'affichage déverse une quantité astronomique de zéro. Ce prédateur stellaire dispose d'un surplus énergétique constant de près de 10 puissance 26 watts. À ce niveau de puissance brute, éradiquer la biosphère d'un point bleu pâle comme la Terre ne représente même pas un effort de guerre. C'est une dépense infinitésimale, une erreur d'arrondi dans leur comptabilité thermonucléaire. La sueur perle sur le front de l'exobiologiste alors qu'il superpose ces chiffres avec le coût de l'exploration pacifique. L'intuition humaine nous hurle qu'une civilisation avancée privilégiera la découverte et le contact diplomatique avec de jeunes espèces. Le centre d'analyse des menaces prouve mathématiquement le contraire. La survie repose sur des équations thermodynamiques implacables. Et ces équations dictent une politique d'extermination immédiate sans sommation. L'opérateur isole le spectre électromagnétique d'une frappe ciblée. Le déploiement orbital d'un faisceau de nettoyage par rayon gamma exige une impulsion brève et d'une violence inouïe. La planète cible est stérilisée jusqu'à la roche-mère. Aussi colossale que paraisse cette dépense énergétique initiale, nos ordinateurs tactiques sont catégoriques. Cette exécution fulgurante coûte radicalement moins cher en ressources que l'alternative d'une ambassade spatiale. L'exobiologiste affiche le bilan comparatif terrifiant d'une mission de premier contact. Maintenir une sonde de communication active à travers le vide abyssal sur plus d'un millénaire requiert une énergie continue et un entretien structurel lourd. Engager le dialogue, décrypter des langages extraterrestres et gérer les délais relativistes dresse une facture énergétique exubérante. L'univers ne tolère pas un tel gaspillage. L'assassinat est une solution définitive et infiniment économique. Je parcours cette salle souterraine étouffante, frappé par l'ampleur de notre propre naïveté. Nous émettons aveuglément des signaux radio dans l'espoir de trouver des partenaires commerciaux ou des mentors philosophiques. Nous ignorons totalement la réalité brutale du champ de bataille galactique. Dans cet environnement impitoyable, balayé par les radiations stellaires et le vide thermique, la bienveillance intellectuelle n'a strictement aucune valeur d'échange. La projection cartographique holographique tourne lentement, révélant des zones mortes et des amas stellaires épuisés. Les ressources ne sont pas infinies, même à l'échelle cosmologique. La matière baryonique exploitable et l'espace vital sécurisé s'imposent comme les seules véritables monnaies valables dans toute la Voie lactée. Chaque gramme de minerai, chaque orbite stable devient un objectif stratégique vital. L'expansion d'une espèce condamne inexorablement l'autre à la famine. L'analyste militaire tape rageusement sur le pupitre de commande métallique. Il met en évidence la courbe d'évolution exponentielle d'une jeune planète porteuse de vie. Laisser une autre civilisation vivre et prospérer dans son secteur, c'est signer son propre arrêt de mort à moyen terme. C'est accepter le risque inacceptable qu'elle vienne, dans quelques millénaires, contester violemment vos gisements miniers ou la mainmise sur vos systèmes stellaires périphériques. C'est la nature même de la forêt sombre qui s'affiche sous l'éclairage brutal de ce bunker. La compétition pour la matière
pousse inévitablement au meurtre préventif continu. Pourquoi patienter jusqu'à ce que les habitants de la Terre construisent des croiseurs lourds? Il est tactiquement impératif de carboniser le berceau avant que l'enfant n'apprenne à forger des armes lourdes. La pitié n'est qu'une faiblesse évolutive extrêmement dangereuse, rapidement sanctionnée par l'extinction. La ventilation de la base militaire vrombit lourdement, incapable de dissiper l'odeur métallique de l'anxiété humaine. L'écran de spectrométrie ne montre aucun mouvement ennemi direct, seulement les lois de la physique transformées en manuel d'exécution automatisé. L'officier exobiologiste ne cherche plus des formes de vie fascinantes. Il identifie des cibles potentielles avant que nous ne devenions la leur. L'angoisse serre la gorge. La menace est devenue purement mathématique. Le nettoyage planétaire à bas coût est en marche perpétuelle, dans le silence absolu du vide spatial. Des biosphères entières sont très probablement réduites en cendres au moment même où je vous parle, victimes d'un simple audit de sécurité stellaire. Notre galaxie est quadrillée par des systèmes d'armement invisibles, éliminant froidement toute concurrence au moindre sursaut électromagnétique suspect. Et dans cette immensité, sous haute tension, nous avons commis l'irréparable. Dans cette immensité sous haute tension, notre erreur ne relève plus de la théorie. Nous avons délibérément amorcé notre propre destruction. Sous le ciel lourd de Porto Rico, en 1974, la gigantesque coupole du radiotélescope d'Arecibo se braque vers le zénith, baignée d'une lueur aux teintes de fin du monde. Les générateurs hurlent pour accumuler la charge. Sans le savoir, nous armons la plus grande pièce d'artillerie électromagnétique jamais construite. Ce n'est pas une simple salutation interstellaire, c'est un acte de haute trahison cosmique. Par pure arrogance scientifique, l'humanité décide de hurler sa position à un univers rempli de chasseurs silencieux. Le signal s'élance brutalement, saturant les capteurs de contrôle. Nous collons à cette onde électromagnétique, fendant l'espace interplanétaire. Elle déchire les nuages de poussière cosmique comme une sirène d'alarme assourdissante. Nous venons de peindre une cible sur notre propre nuque. L'impulsion balistique dure moins de 3 minutes, mais son intensité s'avère cataclysmique. Le signal d'Arecibo crache un faisceau ultra concentré d'une puissance équivalente à 20 térawatts. Ce tir radio contient tout ce qu'une force d'extermination a besoin de savoir. Nous y avons encodé la structure de notre acide désoxyribonucléique, notre taille moyenne, et la localisation exacte du Soleil. Nous fournissons volontairement aux snipers de l'espace notre profil biologique et notre adresse absolue. Cette onde de choc électromagnétique est impossible à stopper. Elle franchit l'orbite de Jupiter et traverse le glacé nuage d'Oort en ligne droite. Sur nos écrans de suivi tactique, ce flux trace un vecteur incandescent à travers le noir absolu. Le signal porte trop loin, trop fort. S'il croise les capteurs d'un système d'armement automatisé, la sentence s'appliquera immédiatement. Nous subissons le pire désastre stratégique humain, initié sous l'apparence naïve d'une simple poignée de main cosmique. Cette transmission fatale inaugure le programme de messagerie interstellaire active, le METI. Aujourd'hui, les stratégistes de la défense globale ne voient plus cela comme de la science. Ils qualifient catégoriquement ces émissions de pur bioterrorisme planétaire. Nous ne diffusons pas de l'espoir, nous propulsons l'intégralité de nos faiblesses organiques à la vitesse effarante de 299 792 458 mètres par seconde. Réalisez concrètement l'étendue de la brèche. À chaque seconde qui s'écoule, notre signal parcourt des centaines de milliers de kilomètres supplémentaires en territoire hostile. L'onde percute des systèmes morts, balayant le vide stellaire,
exactement comme la lampe torche d'un fuyard au beau milieu d'une tranchée ennemie. Le point de non-retour tactique est franchi depuis 50 ans. La gâchette a été pressée par nos pères, et nous guettons, en retenant notre souffle, l'écho radar d'une éventuelle riposte. Mais ce tir isolé depuis les Caraïbes n'est pas notre infraction la plus grave à la sécurité galactique. La véritable hémorragie d'informations tactiques découle directement de nos systèmes de défense contemporains. Pour empêcher la chute de météorites locales, nous scrutons continuellement notre environnement proche avec des radars surpuissants. L'ironie est mortelle. En cherchant à esquiver des roches aveugles, nous signalons activement notre position aux tireurs embusqués dans les profondeurs de la galaxie. Les impulsions balistiques que nous utilisons pour cartographier les astéroïdes géocroiseurs engendrent un chaos électromagnétique permanent. Lors de chaque balayage, notre atmosphère laisse échapper un pic d'intensité foudroyant. L'espace de quelques microsecondes critiques, la Terre brille infiniment plus fort que le Soleil lui-même sur les bandes de fréquences radar. Dans les spectres de surveillance ennemie, notre planète bleue explose comme une grenade flash, devenant la source lumineuse la plus suspecte du secteur. Sur les moniteurs holographiques du centre d'analyse tactique, ces frappes radars résonnent comme des tirs de balles traçantes dans l'obscurité cosmique. C'est le suicide stratégique absolu. Chaque radar planétaire agit comme une balise de détresse, hurlant notre présence au milieu du no-man's land interstellaire. Chaque impulsion qui quitte l'ionosphère constitue une demande formelle d'élimination thermique. Et le vide de l'univers encaisse nos ondes avec la patience glaciale du bourreau qui arme son fusil de précision. Une sueur froide s'installe dans notre salle de commandement souterraine. Les données de télémétrie s'effondrent sous le poids de l'évidence. Si des sondes sentinelles autonomes dérivent dans notre cadran stellaire, elles n'auront jamais besoin de croiser notre orbite pour confirmer la menace. La pureté mathématique de nos ondes radars porte l'ADN incontestable de la technologie. Aucun pulsar naturel ne crache ce type de fréquence pulsée avec une telle géométrie. L'anomalie artificielle signe immédiatement l'ordre de frappe. Prenez en compte les armes cinétiques relativistes dont nous redoutons tant l'existence. Si un réseau de surveillance ennemi a intercepté le faisceau d'Arecibo il y a 30 ans, le calcul balistique de riposte a déjà été validé. La contre-attaque est très certainement en route. Le projectile filant quasiment à la vitesse de la lumière, nos observatoires orbitaux seront aveugles jusqu'à la dernière fraction de seconde. Nous serions foudroyés en plein souffle, vitrifiés par la réponse silencieuse de la forêt sombre. Notre sphère de trahison électromagnétique dépasse aujourd'hui les 200 années-lumière d'envergure, et aucune contre-mesure ne peut annuler cette expansion. L'onde a quitté le canon céleste, et l'espace s'en souviendra jusqu'à la fin des temps. Dans les corridors bassiers de ce bunker, la panique ne provient pas d'une potentielle invasion hollywoodienne. Elle frappe avec la certitude mathématique qu'en physique relativiste, l'imprudence commise dans les années 70 frappera sans la moindre alarme préalable. Nous guettons frénétiquement le bruit de fond cosmologique, terrorisés à l'idée d'y entendre le sifflement annonciateur de notre propre exécution spatiale. L'antenne physique d'Arecibo s'est effondrée depuis, détruite par la corrosion et la gravité. Mais son écho ravageur galope toujours vers l'inconnu. Nous avons bêtement allumé une torche au milieu d'un champ de mines interstellaires. Et pire encore, éteindre brutalement nos radars ce soir ne suffirait même pas à nous sauver, car notre monde saigne d'une toute autre manière. L'air glacé du désert de Mojave assèche la gorge de l'officier radar, figé devant les moniteurs de la station de Goldstone. Couper les transmissions radio d'urgence ne stoppera pas l'hémorragie cosmique que nous avons déclenchée. Le soleil se lève sur cet horizon aride, baignant nos gigantesques antennes paraboliques d'une lumière aveuglante.
Ces tourelles d'acier, lourdes comme des canons anti-aériens, traquent le ciel en vain. La véritable brèche dans notre armure ne se trouve pas sur nos fréquences tactiques. À travers les vitres blindées du centre de commandement, l'aube apparaît non plus comme un réconfort, mais comme une condamnation à mort en direct. Le piège de la lumière ambiante se referme sur notre biosphère. Même si nous arrachions chaque câble électrique de la croûte terrestre ce matin, notre planète continuerait de hurler sa position à travers l'abîme. Nous sommes retranchés dans une tranchée à ciel ouvert. Le simple acte de respirer constitue notre pire faille de sécurité tactique. L'oxygène libre sature notre atmosphère terrestre en quantité massive. Pour un analyste des menaces extraterrestres, ce gaz n'est pas le souffle de la vie, c'est l'alarme stridente d'un déséquilibre thermochimique brutal. Maintenue artificiellement par l'activité frénétique de la photosynthèse, cette anomalie viole les lois de l'entropie planétaire de base. C'est une balise optique rouge sang, allumée dans l'obscurité, signalant la présence d'un écosystème complexe, prêt à muter technologiquement. Un simple réseau d'interféromètres spatiaux, déployé par une civilisation de type 2 à plus de 1000 années-lumière d'ici, capte cette signature chimique sans le moindre effort. Ils n'ont pas besoin de décrypter nos émissions télévisées pour repérer la cible. Le spectre lumineux de la Terre qui traverse leur lentille agit comme un marqueur fluorescent sur un champ de bataille nocturne. Notre oxygène est une déclaration de guerre involontaire envoyée directement aux prédateurs orbitaux. Les données spectrales de l'exoplanétologie européenne, validées par les récents relevés du télescope James Webb en 2023, confirment la létalité de ce rayonnement passif. Si nous sommes capables de déceler des traces de méthane sur des mondes lointains, la précision de ciblage d'un ennemi plus ancien est totale. Pour eux, l'analyse de notre ère agit comme un radar de pénétration absolue. L'évasion, le camouflage de notre biosphère nous est physiquement impossible. Mais le sabotage naturel de notre monde n'est qu'une première ligne de fracture dans notre bouclier. La seconde fuite d'informations tactiques provient directement de nos chaînes de production industrielles. Depuis un siècle, nous saturons l'air de gaz chlorofluorocarbures. Ces molécules synthétiques, indétectables dans la nature, contaminent l'ensemble de notre spectre lumineux infrarouge. C'est une empreinte technologique indélébile gravée au cœur même de nos systèmes nuageux. Ces technosignatures passives agissent comme des fusées éclairantes tirées depuis nos propres lignes de défense. Le rayonnement infrarouge modifié par notre industrie lourde informe la galaxie entière que cette planète vient de franchir le seuil critique de l'âge des machines. L'officier de surveillance de Goldstone le sait intimement. Nous avons déployé un drapeau blanc phosphorescent sur un terrain miné. Nous sommes à découvert, sans la moindre couverture thermique pour encaisser un tir. Disparaître des écrans radars de la forêt sombre exigerait le déploiement immédiat d'une ingénierie atmosphérique de niveau stellaire. Il nous faudrait manipuler le climat global pour masquer artificiellement nos émissions chimiques, un bouclier technologique dont nous ne possédons pas même les plans théoriques. En l'état actuel de nos défenses, la Terre est livrée nue face aux batteries de balayage gamma ennemies. Chaque jour de survie supplémentaire défie les statistiques galactiques. La tension dans la salle de contrôle devient insoutenable à mesure que les écrans font défiler les spectres d'absorption de l'ozone. Le front de l'officier ruissait de sueur sous les néons clignotants. Savoir que notre pollution agit comme un transpondeur de ciblage permanent détruit tout espoir de furtivité. Nous avons allumé un brasier chimique massif, et l'odeur de la fumée interstellaire se propage inexorablement vers des constellations tenues par des bataillons d'assassins silencieux. L'illusion de notre sécurité repose sur une mauvaise compréhension tragique du délai cosmique. Notre survie, ininterrompue jusqu'à l'année 2026, ne prouve absolument pas notre invulnérabilité tactique.
Ne confondez jamais la clémence de l'adversaire avec le simple délai de livraison du champ de bataille relativiste. Dans la logique mathématique de la forêt sombre, notre planète n'est pas épargnée. Elle est simplement maintenue en sursis gravitationnel provisoire. L'information de notre éveil technologique, voyageant à 299 792 458 mètres par seconde, continue de se heurter aux avant-postes stellaires lointains. Si l'ascenseur de notre quadrant galactique se situe à 800 années-lumière, notre signature atmosphérique mortelle est encore en route. L'ennemi n'a pas encore vu la lueur de notre fusée de détresse involontaire. Le fusil n'est pas encore braqué. L'autre scénario tactique glace littéralement le sang des analystes militaires du réseau de l'espace profond. La lumière de notre biosphère a peut-être déjà franchi les capteurs d'une civilisation prédatrice voisine. L'ordre de nettoyage planétaire a été validé au niveau du centre de tir. Dans cette hypothèse clinique terrifiante, le vecteur de destruction massive est actuellement en transit. Le projectile cinétique glisse en ce moment même à travers le vide, droit vers notre noyau terrestre. Nous sommes condamnés à attendre l'impact dans une ignorance temporelle absolue. L'officier de Goldstone serre les poings sur la console de commandement, incapable de protéger l'humanité contre un tir de sniper exécuté il y a plusieurs siècles. Aucun bouclier antimissile ne résistera à un impacteur fendant l'espace à des vitesses quasi luminiques. Vous devez inspecter les étoiles avec la terreur d'un fantassin piégé sous les projecteurs croisés de l'artillerie lourde ennemie. L'oxygène, le méthane, les gaz industriels, chaque composant de cette fine pellicule atmosphérique bleue est une munition fournie gracieusement à nos propres bourreaux. L'atmosphère ne nous protège pas du vide cosmique, elle nous encercle et nous trahit avec une efficacité redoutable. Nous avons passé des millénaires à célébrer la singularité de notre oasis de vie. C'était une erreur d'évaluation stratégique. En vérité, cette oasis est une tranchée encerclée, prête à être vitrifiée. Le soleil brûle maintenant la surface du désert de Morave. L'aube est totale. L'immensité du ciel diurne semble paisible. Mais derrière cet azur éclatant se cache l'obscurité tactique d'un théâtre d'opération actif. La respiration saccadée de l'officier radar résonne dans le silence clinique de la station de suivi. Nous ne pouvons plus retenir notre souffle. Le camouflage passif a échoué. La cible terrestre est formellement verrouillée, et le vide spatial s'apprête à faire feu. L'officier de Goldstone détourne le regard de ses moniteurs, écrasé par la lumière aveuglante du désert californien. Son service de veille est terminé, mais l'alerte rouge, elle, restera permanente pour le reste de l'histoire humaine. L'impossibilité d'un camouflage passif absolu est une sentence que nous devons désormais accepter. Depuis l'orbite terrestre, notre planète n'est plus ce fragile berceau bleu de notre enfance, mais un poste de commandement exposé en plein territoire hostile. Observez cette vue orbitale de notre monde nocturne. Les continents scintillent de lumières artificielles, dessinant le réseau nerveux incandescent de notre civilisation. Chaque mégalopole allumée est une balise hurlant notre présence dans le spectre électromagnétique. Face à cette imprudence lumineuse, le paradoxe de Fermi n'est plus une énigme intellectuelle à résoudre, mais le seul bouclier tactique qui nous maintient encore en vie. L'absence de réponse est notre meilleure ligne de défense. Tandis que la caméra s'éloigne frénétiquement de la Terre, notre sphère d'influence se réduit à un misérable point incandescent, avant d'être englouti par l'océan glacial des étoiles. Pendant un siècle, nous avons sondé l'abîme en espérant y trouver une communauté fraternelle,
une fédération galactique bienveillante. Je vous ai guidé à travers les équations de la destruction relativiste pour vous arracher à cette naïveté mortelle. La zone de combat cosmique ne tolère aucune de nos faiblesses. Le compte à rebours de l'anéantissement est momentanément suspendu. Mais la menace d'une frappe cinétique préventive flotte dans le vide absolu. Nous sommes les survivants miraculés d'une guerre d'usure dont nous ignorions l'existence même. Le silence effrayant que les instruments de l'Agence spatiale européenne et du satellite Planck ont cartographié avec une précision clinique n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un nettoyage systématique des espèces devenues trop bavardes. Ce silence pesant, que l'astrophysique considérait autrefois comme une immense source de mélancolie, doit être réévalué. L'absence de technosignatures extraterrestres sur nos spectromètres est la confirmation effroyable de notre diagnostic de survie. Chaque jour qui s'écoule, sans qu'un signal d'origine artificielle ne percute nos radiotélescopes, est une victoire stratégique. L'ignorance temporelle dans laquelle nous sommes enfermés par la relativité est, pour l'instant, notre unique abri. Nous devons forger en nous le courage de l'isolement absolu. Comprenez bien ceci. Notre solitude cosmique n'est pas une tragédie mathématique. C'est la forteresse inexpugnable qui empêche l'extinction de notre lignée. Dans cette forêt sombre, où chaque photon peut devenir un vecteur de mort, rester caché exige une discipline de fer. La thermodynamique est implacable. Et dans ce jeu à somme nulle, dévoiler sa position énergétique équivaut à rédiger son propre testament planétaire. L'humanité entre officiellement dans son âge adulte galactique en cette année 2026. Le deuil de nos fantasmes d'exploration pacifique est consommé. L'impératif catégorique de notre espèce n'est plus la conquête romantique de nouveaux systèmes stellaires, ni même le contact diplomatique avec le lointain inconnu. Notre priorité absolue devient la gestion paranoïaque de notre empreinte observationnelle et la préparation logistique à des frappes asymétriques imprévisibles. Je vous parle depuis la ligne de front d'une guerre qui n'a pas encore fait de bruit, mais dont les victimes se comptent en milliards de mondes réduits en cendres. La télémétrie ne ment pas. Nous avons scruté les anomalies gravitationnelles et les vides interstellaires pour y découvrir les cicatrices d'empires anéantis. Le constat de ce reportage, au bord de l'horizon des événements, est glaçant. L'univers n'est pas un berceau bienveillant, c'est un champ de tir à l'échelle cosmologique. Il faut cesser de considérer les étoiles comme des destinations exotiques ou des divinités silencieuses. Ce sont des réacteurs thermonucléaires autour desquels s'organise une lutte acharnée pour la capture de l'énergie et la monopolisation de l'espace vital. Ceux qui survivent à l'explosion technologique sont ceux qui apprennent à éteindre leurs phares dans la nuit noire. Les cadavres des jeunes civilisations imprudentes tapissent déjà les bras spiraux de notre propre galaxie. Nous savons désormais que le calme absolu de notre voisinage solaire n'est qu'une illusion d'optique générée par le décalage temporel de la lumière. La tempête est peut-être déjà en route vers nous, camouflée par un rayonnement décalé vers le bleu. En tant que témoin de cette révélation physique, vous portez maintenant le fardeau de la lucidité. Le ciel étoilé ne doit plus jamais susciter une admiration béate, mais un profond respect pour la létalité de la mécanique céleste globale. Ce rapport de situation touche à sa fin, mais notre état d'alerte vient tout juste d'être décrété. Nous avons mesuré l'abîme, et l'abîme nous a répondu par un théorème de destruction mathématiquement parfait. En prenant conscience de la chaîne de suspicion qui verrouille l'univers, nous avons perdu notre innocence. Mais nous avons gagné une infime chance
de prolonger notre sursis. L'évaluation des dégâts futurs dépendra de notre capacité collective à maîtriser notre peur et notre vanité. Les faits sont là. Le briefing tactique est terminé. Mais c'est à vous de définir notre prochaine ligne de défense. Je vous mets au défi de regarder par la fenêtre ce soir, de fixer l'obscurité insondable et de faire un choix. Devons-nous immédiatement éteindre nos radiotélescopes et nous terrer dans le silence pour survivre, ou assumer le risque d'allumer un feu de joie pour défier ouvertement les prédateurs de la Voie lactée? Laissez vos propres directives dans les commentaires. Les étoiles ignorent nos noms, et dans cette vaste indifférence réside une vérité glaçante que nous devons apprendre à chérir. Le compte à rebours s'est arrêté pour cette nuit, mais l'armement cinétique de l'univers rôde toujours dans la froideur des ténèbres. Nous sommes isolés, traqués, accrochés à un rocher fragile au milieu du champ de bataille galactique. Gardez les yeux grands ouverts sur le vide. Fin de transmission.